Dans cette deuxième vidéo, nous allons terminer notre étude du chapitre 1, à savoir les notions fondamentales de la thermodynamique. Et dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser à la notion de température et de chaleur. Alors, la notion de température, elle trouve son origine dans le besoin d'exprimer concrètement ce qu'est le chaud ou le froid. En effet, on peut se faire une vague idée de si quelque chose est chaud ou froid. Par exemple, si je touche ma tasse de café sur mon bureau, elle va me paraître chaude. Mais cette définition est nuancée par d'autres contraintes. Par exemple, si j'ai les mains froides, bien quand je vais toucher quelque chose de chaud, ça va me paraître plus chaud que si j'avais les mains déjà chaudes, alors que je touche la même tasse de café à la même température. Du coup, pour pouvoir définir la notion de température, il nous faut une échelle qu'on va pouvoir utiliser pour déterminer arbitrairement si quelque chose possède telle ou telle température. Alors, pour ce choix d'échelle, on va utiliser des phénomènes physiques qui accompagnent la variation de température, et généralement, dans le thermomètre, ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est la dilatation. Par exemple, la dilatation d'un fil métallique, la dilatation d'un liquide qui va prendre plus de place quand il est chaud que quand il est froid, etc. Donc, il nous faut pour cela une grandeur linéaire, très importante à utiliser, et aussi appliquer la notion d'équilibre thermique. C'est-à-dire, quand je prends un objet, par exemple un thermomètre comme ici, quand je vais le plonger dans une eau chaude, par exemple, il faut que l'eau transmette sa chaleur. On reviendra sur ces notions, transmission de chaleur, etc. Ici, je reste assez vague volontairement. Il faut que l'eau transmette sa chaleur au thermomètre, de façon à ce que leur température s'équilibre et qu'il n'y ait plus de transfert de chaleur entre ces deux corps, et que donc la température de ces deux corps soit identique, température qu'on va pouvoir lire sur une échelle graduée. Alors, ces notions d'échelle, historiquement, il y en a eu plusieurs. La première échelle qu'on a développée, c'est... alors, il y a une petite bagarre pour savoir si c'est la première ou pas. En tout cas, l'échelle la plus utilisée chez nous, c'est l'échelle Celsius. D'accord, c'est une échelle qui a été développée dans les années 1740 et qui nous convient très bien parce que elle a l'avantage d'utiliser des points d'observation assez simples à utiliser. Donc, Monsieur Celsius, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la température d'un mélange eau-glace, donc de l'eau en fusion à la pression de l'atmosphère, et il a dit, ça, c'est zéro. Très simple. Ensuite, il a pris un autre changement d'état très facile à observer, c'est l'eau qui bout, et donc l'eau en ébullition à la pression de 1 atmosphère, et il a dit, eh bien ça, c'est 100. Et ensuite, je divise tout, ma règle que je viens de faire, en 100, de façon à ce que chaque graduation représente 1 degré Celsius. Une autre échelle qui a été beaucoup utilisée en Grande-Bretagne et aux États-Unis, même si même les Américains se rendent compte qu'elle n'est pas très pratique à utiliser, c'est l'échelle Fahrenheit. Alors Fahrenheit, lui, il est un peu spécial, il a dit, 32 degrés Fahrenheit, c'est la température de l'eau glace, donc de l'eau en fusion à 1 atmosphère, et 212 Fahrenheit, c'est la température de l'eau en ébullition. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qui s'y est pris, c'est des extrapolations pour ramener ça à des observations simples que sont données dans l'échelle de Celsius. En fait, il a décidé que le 100 degrés Fahrenheit correspondait à 38 degrés Celsius, qui est la température du sang du cheval, et que 0 degrés Fahrenheit, ça correspondait à la température la plus froide jamais enregistrée chez lui, et c'était moins 18 degrés Celsius. Alors, si on extrapole ces 100 et ces 0 à 38 et moins 18 et qu'on ramène ça à 100 et 0 de l'échelle Celsius, c'est comme ça qu'on arrive à 32 et 212. Alors, vous avez bien compris que l'échelle Fahrenheit n'est pas très pratique à utiliser, l'échelle Celsius est beaucoup plus facile, mais elle présente quand même un important défaut, c'est qu'elle ne permet pas de lier la température à des phénomènes de pression et volume, à des grandeurs macroscopiques, pression et volume. Qu'est-ce qui va permettre cette liaison entre pression, volume et température? Eh bien, c'est l'échelle absolue, l'échelle de Kelvin. Et l'échelle de Kelvin, elle utilise deux points fixes, la température de 0, alors là il y a une erreur, on ne dit pas 0 degré, mais 0 Kelvin, tout court, il n'y a pas de degré Kelvin. Donc la température de 0 Kelvin qui correspond à l'agitation minimale des atomes, qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Et la température de 273,16 Kelvin, qui représente 0,01 degré Celsius, et qui est le point triple de l'eau à une certaine pression donnée. Ce qui fait qu'on peut définir une relation très simple entre l'échelle de Kelvin et l'échelle Celsius,
qui est, eh bien, la température en Kelvin, c'est la température en Celsius, plus 273,15, c'est pas 0,16, hein, puisqu'il y a le 0,01 degré qui vient promener ici. Donc, la température en Kelvin, c'est la température en Celsius, plus 273,15. Alors, ben, dans le cours, hein, il y a plusieurs températures indicatives, hein, telles que ben, le zéro absolu, la température la plus basse jamais enregistrée, pour seulement quelques particules qui étaient de moins 273,14999999. Et puis d'autres températures, mais ça je vous invite à regarder un petit peu ce tableau et de vous faire une idée de la température du soleil, etc. C'est assez impressionnant. Alors, on va parler du thermomètre idéal, ou presque idéal. Alors, il faut savoir que le thermomètre qu'on utilise comme celui-ci, le thermomètre à mercure, alors maintenant vous allez dire il y a des thermomètres digitaux qui se basent sur des courants, des résistances, oui c'est vrai. On va rester assez sobre et on va utiliser des thermomètres à mercure pour le moment. Le mercure qui est à l'intérieur, qui n'est même plus du mercure dans les thermomètres actuels, il est dans une enveloppe en verre. Et cette enveloppe en verre, elle se dilate 7 fois moins vite que le mercure. Ce qui fait que quand on veut mesurer quelque chose, ben voilà, si on veut mesurer la température extérieure, il fait, voilà, il fait pas très chaud en ce moment, hein, il fait moins 4, moins 3 chez moi. Bon, avec un thermomètre comme ça va. Par contre, une fois qu'on veut être très précis, eh bien, la dilatation du verre va entrer allez, comment dire, ça va empêcher une bonne lecture du mercure. En effet, on peut faire l'expérience, hein, si jamais on prend un thermomètre à mercure, qu'on le plonge à 0 degré, dans de l'eau à 0 degré, puis très vite dans de l'eau à 100 degrés, et puis on ramène ça dans de l'eau à 0 degré, eh bien on va voir que le mercure, hein, le trait de mercure ne va pas revenir à 0. Il va revenir un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. À cause de quoi? Eh bien à cause du fait que le mercure va revenir à son volume à 0 degré plus vite que celui du verre. Donc il va se retrouver un petit peu en dessous du zéro, puisque l'enveloppe de verre n'aura pas eu le temps de se recontracter du fait de son phénomène d'hystérésis, hein, qui va faire qu'elle va se recontracter moins vite que le mercure. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser pour mesurer avec très grande précision des températures? Eh bien, on va utiliser les thermomètres à gaz. Des thermomètres à gaz qui sont toujours aussi, c'est un gaz qui est enfermé dans une enveloppe solide, par exemple en verre, sauf que la dilatation d'un gaz, elle est 100 à 150 fois plus rapide, plus supérieure à celle des solides, et pas 7 fois comme le cas entre le mercure et le verre. Donc, on peut facilement rendre les erreurs négligeables en utilisant des thermomètres à gaz par rapport à des thermomètres à mercure. De plus, le thermomètre à gaz, lui, il est basé sur la pression du gaz sur son volume constant. Alors, il y a d'autres thermomètres dans le syllabus. On parle des thermistances, donc ce sont des résistances qui varient en fonction de la température. On parle aussi de l'effet Seebeck, du thermocouple, c'est-à-dire l'apparition de différences de potentiel lorsqu'on a différentes jonctions de matériaux exposés à une température, à des températures différentes. Il y a aussi une explication sur le pyromètre optique, mais ça je vous laisse lire chez vous à tête reposée pour vous faire une idée des différents types de mesures de température qui existent, et il en existe d'autres, c'est une liste non exhaustive. Alors maintenant on va parler, après la température, on va parler de chaleur. Alors la chaleur, bien qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'énergie, d'accord, qui est un transfert d'énergie sous forme chaotique. Par exemple, si je prends deux corps de températures différentes et que je les mets en contact, eh bien, leurs températures vont finir par s'égaliser. Alors, il a fallu très longtemps avant de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de la chaleur. On a longtemps pensé que c'était un fluide qui se déplaçait d'un corps à l'autre, qui se déplaçait à l'aide d'un support matériel qui était l'éther. Enfin bref, ça c'est des considérations historiques. Si j'avais le temps de le faire en classe, on en parlerait un petit peu plus, mais bon. Il a fallu longtemps pour comprendre que la chaleur, c'était de l'énergie, donc mesurée en joules, et que ça représentait donc un transfert de cette énergie sous forme chaotique. Donc on excite un peu les molécules de l'un et de l'autre, et on transmet cette excitation d'un corps à l'autre. Alors, pour provoquer ou pour faire apparaître de la chaleur, on peut faire ça de plein de manières différentes, mais bon, certaines qui sont plus pertinentes que d'autres, c'est par exemple la perte d'énergie interne. Par exemple, si on met en contact avec un corps plus froid ou plus chaud. Alors plus chaud, c'est une augmentation de l'énergie interne, on comprend. Les frottements, qui sont une apparition de chaleur classique,
très présente dans le monde de l'ingénierie, et malheureusement très, très embêtante parfois. La disparition de masse au sein d'une réaction nucléaire, hein, ben ça on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, et si vous avez fait un petit peu de physique nucléaire, vous savez ce qui se passe quand je fais disparaître de la masse dans une relation nucléaire, hein. Et puis ben, on a eu des mauvais exemples au cours de l'histoire. Et aussi la transformation d'énergie potentielle entre atomes par réaction chimique, hein, par exemple la combustion d'hydrocarbures, ben, typiquement on brûle des hydrocarbures et on fait chauffer un cylindre d'air, et ce cylindre se dilate, ça fait ce piston à l'intérieur descend et ça fait bouger le moteur. Mais vous avez un cours sur les moteurs, de toute façon en bac 3 si j'ai bonne mémoire, et on fera un petit point sur les cycles moteurs dans les 2 derniers chapitres du cours. La dernière notion qu'on va étudier, c'est la capacité calorifique. Alors, la capacité calorifique, c'est une notion qui est fondamentale et qui représente, et alors là, ça il faut le retenir par cœur, ça représente la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter d'1 Kelvin la température d'1 kilogramme de corps. D'accord. Donc c'est-à-dire c'est la quantité de chaleur, dQ, à apporter pour augmenter de 1 degré le, le corps, hein, le 1 kg de corps, ici si on divise par la masse. C'est très important parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre plein de phénomènes en thermodynamique. Par exemple, est-ce que c'est plus facile de chauffer de l'air? Est-ce que c'est plus facile de chauffer de l'eau? C'est aussi comme ça qu'on comprend qu'il faut moins de chaleur pour faire chauffer de l'acier que pour faire chauffer de l'aluminium. Alors là, ça sort un petit peu du cadre de thermodynamique, on est plus dans un cours de métallurgie, mais ça va aussi avoir une importance fondamentale dans l'ingénierie au sens large. Voilà, donc ça conclut l'étude du chapitre 1. Alors il y a les résolutions d'exercices qui ont été déposées sur Moodle. Je vous invite à regarder à ça. Et de toute façon, on se revoit la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et puis sur Teams pour une réunion. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.